Et de la situation en RDC, on continue à en parler avec Sonia Rollet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne correspondante en RDC et journaliste à Reuters. Est-ce que l'on sait à l'heure actuelle quelles sont les réelles intentions du M23 en rentrant dans Goma ? Alors, les intentions du M23 en rentrant en Goma, il y a Corneille Nangaa qui maintenant est, disons, la voix politique du M23 avec l'Alliance Fleuve Congo, qui dit qu'il n'est pas tellement intéressé par Goma ou même par Bukavu, qu'il est plutôt intéressé par Kinshasa. C'est-à-dire que le M23 version, on va dire, 2025, est plutôt sur une ligne d'avoir un discours national. Alors évidemment, il y a toujours une partie des revendications locales qui existaient déjà dans ce mouvement. Vous vous souvenez que c'était un mouvement qui avait déjà attaqué en 2012-2013 Oui. et qui voulait à l'époque la réalisation d'un accord précédent encore entre une ancienne rébellion et le gouvernement et qui n'avait pas été appliqué. Et qui aussi était très en défense d'une communauté. Alors cette défense de la communauté, par exemple des Tutsis, ou alors même maintenant il parle de la question des Banyamulenge au sud Kivu ou des Ema en Ituri, qui sont des communautés proches. Ils ont toujours ce discours de défense des communautés, mais maintenant, avec une figure comme Corneille Nangaa, ils sont beaucoup plus sur un discours de l'ordre plus politique, de dire qu'il faut renverser le régime, reformer l'État. Mais est-ce que le M23, bras armé de Corneille Nangaa, suivra la ligne de Corneille Nangaa ? Oui. A priori, ils sont quand même sur la même ligne. On est vraiment sur... Après, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire ? C'est plutôt ça. Il y a ce qu'ils disent et puis après, il y a ce qu'ils seront capables de faire. Aujourd'hui, en entrant en Goma, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi. Parce que par le passé, quand ils avaient pris Goma, il y avait eu, disons, des tensions, il y avait eu des sanctions, il y avait eu des termes plus durs envers le Rwanda, qui déjà à l'époque était accusé de soutenir le M23. C'était un peu pareil quand ils avaient tenté avec une précédente rébellion de prendre Bukavu. Il y avait aussi des réactions qui étaient très dures de la communauté internationale. Donc c'est vrai que pendant tout un temps, beaucoup pensaient qu'ils n'allaient pas prendre Goma, que c'était peut-être trop compliqué. C'est un hub humanitaire, on l'a dit, il y a beaucoup de déplacés qui sont là, des centaines de milliers qui se déplacent déjà d'ailleurs. Il y a aussi la MONUSCO, il y a la SAMI RDC, il y a des troupes burundaises, il y a cette société de sécurité à Guémira. Il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup d'ONG. Donc c'est devenu, ça en fait un problème finalement international. On a vu cette réunion au Conseil de sécurité et c'était peut-être ça l'intention de mettre ce problème sur la table alors que les négociations, elles, entre le Rwanda et le Congo piétinent ou que le Congo refuse des négociations avec le M23. Et la différence entre 2012 et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une ? Alors il y a assez de différences, notamment parce qu'en 2012, justement, le M23 ne s'était pas beaucoup étendu. Ils avaient pris Goma brièvement, mais ils étaient restés sur les 3 territoires que sont le Nyiragongo, le Rutshuru et le Masisi. Cette fois, on les voit s'aventurer dans le Walikale, le Lubero, beaucoup plus loin en tout cas que ce qu'ils étaient en 2012. On les voit au sud Kivu, prendre Minova. Et puis aussi, surtout, ce qui a changé, c'est aussi l'armée congolaise qui a changé, dans le sens où elle s'est beaucoup équipée. Donc, avec l'arrivée de nouveaux matériels pour les FARDC, des drones, des avions et d'autres équipements militaires, et bien en face, on a aussi un M23 et surtout le Rwanda, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus visible aujourd'hui, c'est ce que nous dit le groupe d'experts, c'est avec tous ces équipements qu'ils amènent dans cette lutte, et notamment l'anti-aérien, les drones également, et qu'on a vu encore intervenir aujourd'hui à Goma. Et ce qui fait que la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessés, de morts, et notamment le CICR me le disait tout à l'heure, beaucoup plus de blessés sur des explosions. On n'est plus sur des blessures par balles qui pourraient être liées à des kalachnikovs. Là, on est sur des maisons qui explosent, des engins qui explosent au milieu de civils. Voilà quoi, c'est évidemment un élément qui a beaucoup changé ça. Et du coup, face à cette situation, qu'attendre de la réaction de Kinshasa ? Alors, Kinshasa dit qu'il se prépare à réagir. On a aussi les FARDC qui nous disaient ce soir que justement il tenait des positions dans la ville. Un ministre qui nous a dit carrément qu'il tenait 80% de la ville, qui résistait avec les FARDC et les groupes Wazalando, qui sont ces groupes armés alliés à l'armée congolaise. Et donc, c'est essentiellement ça. Du côté du gouvernement congolais, on espère d'un côté une réaction des forces de défense et de sécurité, on espère reprendre cette ville, et de l'autre, on attend une réaction de la communauté internationale. Vous avez peut-être entendu hier la ministre des Affaires étrangères de la RDC dire que l'heure n'était plus aux hésitations. Le Congo demande depuis longtemps des sanctions contre le Rwanda, des actes déterminants de la communauté internationale, peut-être la suspension de l'aide. Et ça, vraiment, je pense que c'est ce qu'ils attendent, quoi. Il y a une réunion aussi d'urgence prévue de la communauté d'Afrique de l'Est, prévue mercredi. Le président Kagame et le président Tshisekedi auraient confirmé leur participation. Y a-t-il un espoir de retour d'apaisement ?
Sur une réunion de chefs d'État, je ne suis pas sûr. Déjà, il va falloir savoir si les deux chefs d'État vont se déplacer. On a toujours des doutes côté congolais, vu la situation que le président pourra se déplacer. Là, à l'heure actuelle, de toutes les manières, tout le monde va pousser pour que le dialogue reprenne. Et ce dialogue, en fait, la réelle voie, puisqu'il l'accepte sur le principe, en tout cas, c'est cette médiation de l'Angola. Et l'accord était presque sur la table. Le représentant de l'Angola disait au Conseil de sécurité hier que finalement le seul problème qui restait, c'était la question du M23 et de savoir est-ce que le gouvernement congolais va accepter de dialoguer. Or, Kinshasa refuse et dit que ce sont des terroristes. Donc il n'y a pas de discussion avec les terroristes pour Kinshasa. Et c'était le point d'achoppement qui a fait échouer la tripartite de décembre entre le président Kagame et Félix Tshisekedi. Voilà, à Luanda. En tout cas, Goma, c'est un symbole. C'est la plus grande ville de l'Est de la RDC. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé donc les groupes armés à se retirer. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus grande implication de la communauté internationale désormais, vu qu'il s'agit de Goma ? Alors, c'est sûr que le fait d'avoir des ressortissants sur place et de ne pas pouvoir les évacuer, et au bout d'un moment, on est quand même sur des situations où on est un peu dans une guérilla de quartier. Il y a quelques positions dont on sait sûr qui sont tenues par les FARDC, quelques positions dont on est sûr qui sont tenues par le M23. Et puis il y a aussi cette donnée qui sont les Wazalendo, qui sont des groupes armés ou d'anciens groupes armés, qui sont des milices d'autodéfense, qui sont parfois des civils avec des armes, et qui, on l'a vu comme aujourd'hui, alors que le M23 défilé est rentré sur un énorme axe, ont cherché à l'attaquer et l'ont intercepté. Enfin, ont clashé en fait avec le M23 sur un axe, quoi. Et cette donnée d'avoir en fait aussi une dimension de civils armés dans la ville, plus le fait d'avoir de l'artillerie lourde qui va causer de plus en plus de dégâts sur les populations civiles, sur les bâtiments. On a vu que la prison de Goma a été complètement brûlée, des gens ont brûlé à l'intérieur. On a vu d'autres bâtiments publics être pillés. On voit que la MONUSCO, tous les jours, se retrouve sous le feu, que ça soit à l'aéroport ou sur une base, la base qui est le long du lac Kivu, où là, ils ont vécu dans un bunker toute la journée. Donc évidemment, ça fait des préoccupations supplémentaires. Et puis il y a aussi cette question des déplacés. Goma, comme Minova qui a été pris la semaine dernière, c'est des villes où il y a des centaines de milliers de déplacés, à L2 des millions de déplacés. Et que deviennent ces populations ? Comment on va les alimenter ? On a des problèmes d'électricité aujourd'hui à Goma, on a des problèmes de connexion Internet, on a des problèmes d'eau. Il y a vraiment, ça va très vite devenir. Et comme le disait la patronne de la MONUSCO, we are trapped, c'est ce qu'elle disait au Conseil de sécurité, on est piégés à l'intérieur. C'est vraiment une situation où, en fait, voilà, c'est un huis clos. Comment il va se résoudre ? On ne sait pas exactement. Est-ce que la communauté internationale va faire ce que le Congo lui demande et prendre des sanctions contre le Rwanda ? Ça va être la question de ces prochains jours. Sonia Rollet, merci. Je rappelle que vous êtes ancienne correspondante en RDC, journaliste à Reuters.